Alors, bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire qui est dédié au vaccin AstraZeneca. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Yves Van Latem, vous le connaissez déjà. Il va commencer avec sa présentation et Monsieur Angler va nous rejoindre. Il a quelques minutes de retard, donc nous allons l'attendre, mais je propose à Monsieur Van Latem de commencer. Merci. Merci Phyllis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va, en entrée de jeu, va-t-on dire, planter un peu le décor, non seulement du Covid, que vous connaissez malheureusement comme nous tous beaucoup trop, à tous ces aspects négatifs. Il n'y a pas eu beaucoup d'aspects positifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va essayer de planter aussi un peu le décor de la vaccination, que ce qui est vraiment la réalité des différents vaccins, entre autres du vaccin AstraZeneca. Pas seulement, parce que je pense qu'il ne faut pas être réducteur. Je pense que si on est conducteur, on peut conduire différentes marques de véhicules et il faut savoir ce que ça veut dire. Et donc ici, il faut avoir quand même une notion un petit peu pour que vous vous rendiez compte que quel que soit le vaccin actuellement, et c'est vraiment le cas, on a maintenant des preuves sur le terrain. Ce qui est l'important, c'est le terrain, c'est pas le showroom que sont les études cliniques, que ces vaccins sont vraiment équivalents. Alors cette première diapositive ne vous rappelle que, si on peut dire, les sinistres deux grandes vagues que nous avons connues. La première qui a balayé toute l'Europe de l'Ouest après avoir touché la Chine, et la deuxième qui a spécialement balayé la Belgique. Vous voyez cette pointe élevée, rouge, là, Belgium, qui a été effectivement une pointe, sorte de championne d'Europe d'ailleurs, de deuxième vague, avec une situation, on l'a assez bien dit, qui, depuis la reprise en main au mois d'octobre, a permis à partir de fin novembre de se trouver sur ce long plateau. Et sorry, cette diapositive est arrêtée il y a un mois, mais le plateau, vous le savez, par toutes les informations, on a la guerre changé, sauf ces derniers temps, on a des petites secousses que j'aime appeler une vaguelette, et j'espère qu'il restera simplement une vaguelette. Et vous voyez ici effectivement l'extension des choses. Alors ça a touché plus de ceci est dépassé parce que c'est-à-dire une quinzaine de jours, largement plus de 100 millions de personnes dans le monde. Il y a à peu près 2 500 000 décès de par le monde et nous sommes à 22 000 décès en Belgique, ce qui est effectivement une situation pour le moins problématique. Alors, la vaccination, Phyllis, je me pose la question de savoir si je suis dans le bon... Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dans le bon, mille excuses. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. J'en profite juste pour dire aux personnes qui se sont connectées qu'elles peuvent d'ores et déjà poser leurs questions dans la petite boîte chat qui est sur le côté de votre écran. Vous êtes déjà nombreux, on a déjà 30 questions qui sont arrivées, donc n'hésitez pas. Donc, je veux juste vous dire qu'on répondra à ces questions lors de la session questions-réponses, une fois que les exposés des orateurs seront terminés. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Van Latem? Bientôt, je pense, Phyllis. Bientôt. Je cherche... Alors, j'en profite aussi pour dire que l'enregistrement de ce webinaire sera en ligne dès demain sur le site covid.avic.be. Quand vous arrivez sur ce site, vous cliquez dans l'onglet « Professionnel ». Et une fois arrivé sur la page professionnelle, vous avez toute une page dédiée à la vaccination, un onglet dédié à la vaccination, où vous retrouverez donc l'enregistrement de ces webinaires, mais aussi ceux des webinaires précédents. Et aussi une FAQ avec toutes les questions mises à jour assez régulièrement que nous avons récoltées depuis le début des webinaires, c'est-à-dire depuis fin décembre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez déjà aller obtenir via ce biais. Voilà, Phyllis, je suis retombé sur la bonne diapositive, mille excuses. Il n'y a pas de problème, Monsieur Van Latem. On finit par avoir deux fois le même nom, mais malheureusement pas la même chose. Voilà, c'est diffusé. Voilà, alors je vous rejoins. Donc après ces courbes que vous avez vues, vous savez que cette maladie est caractérisée par quelque chose d'assez pernicieux pour nous. C'est que, bien sûr, elle peut être clinique et très grave, on l'a vu dans les hôpitaux, mais elle peut aussi passer inaperçue. Souvent chez des gens jeunes, entre autres, entre 30 et 50% à peu près des gens ont des formes asymptomatiques ou très peu symptomatiques de la maladie. Et malheureusement pour nous tous, ils sont malgré tout capables de contaminer les autres qui, eux, éventuellement, font des maladies sévères. Vous savez que ça se transmet par nos voies respiratoires. Quand on parle, il suffit de parler, comme on le fait tous pour l'instant, devant son ordinateur à longueur de journée, pour se rendre compte qu'il y a des postillons sur l'écran de votre ordinateur, alors que vous n'avez pas l'impression de bavoter, si on peut dire. Eh bien, malheureusement, nous envoyons des petits postillons autour de nous. Ça peut toucher nos voisins proches,
jusqu'à 1 mètre, 1 mètre et des. C'est pour ça qu'on met 1,50 m à peu près comme distance de sécurité. On peut le toucher par nos mains et le transmettre. Et dans certains cas aussi, lorsqu'on chante, lorsqu'on crie, entre autres, eh bien, on fait des fines particules qui viennent se suspendre dans l'air pendant parfois des heures, ce qui, à l'extérieur, n'est pas très grave. Le vent les emporte. Mais par contre, à l'intérieur, dans une petite pièce, en hiver, peu ventilée, ben, ça peut être quelque chose que quelqu'un qui rentre dans la pièce après vous respire et se fait ainsi infecter. C'est un piège bien connu d'autres maladies infectieuses, d'ailleurs comme la tuberculose ou la rougeole, qui ont le même genre de mode de transmission. Alors le virus, ce fameux virus corona, est un virus dit ARN, pour ceux qui ont encore une petite idée de leur cours de biologie. Ce sont des virus qui sont extrêmement capables de muter. Ce sont des virus qui, lorsqu'ils se multiplient, qui font des bébés, si on peut dire, font des bébés avec des looks très très variables. Ça peut être en rouge, ça peut être en brun, ça peut être n'importe quoi. Ils ont des mutations très fréquentes. Et ces mutations, bien sûr, elles vont être soumises aux lois de la sélection naturelle. Si la mutation ne sert à rien, bon, elle ne va pas se perpétuer. Si la mutation est un avantage, on fait un bébé fort et intelligent, il a une chance supplémentaire dans la société, si on peut dire, de survivre bien. Eh bien ici, si on fait un virus qui a une bonne chance de se transmettre, par exemple, il va bien sûr prendre la place des autres. Hein. C'est la loi de la nature telle qu'on la connaît. Il y a donc des variants, ces fameux variants dont on baigne les oreilles, qui sont entre autres le variant dit anglais. Il est né juste à côté de chez nous et effectivement, il est maintenant très présent chez nous puisque la moitié des souches, au moins, si pas 70% des souches qui circulent en Belgique, sont maintenant ce fameux variant anglais qui est plus contagieux, à peu près 30 à 50% plus contagieux que l'ancien qui nous avait touché l'année passée. On sait que donc on peut faire des formes très variables, y compris très sévères, et on a vu assez d'images de soins intensifs. Je dirais, j'espère, si on peut dire, pour que vous soyez convaincus que ce n'est pas simplement une petite grippe pour une partie des gens. Et on sait que ça a pu donner des risques de débordement du système de santé avec des gens qui n'étaient pas parfaitement soignés pour d'autres maladies parce que le système de santé avait tous les bras occupés, si on peut dire, par les soins à donner au Covid. On sait aussi qu'on a des syndromes post-Covid et que ça n'épargne pas les jeunes, ça n'épargne pas les gens qui ont fait des formes très très légères. On sait que les gens jeunes font souvent des formes beaucoup plus légères que les gens plus âgés, mais ça n'épargne pas le fait qu'après ces formes légères, on puisse aussi avoir ces manifestations au long cours. Et ces manifestations au long cours, ce sont des choses très variées qui vont depuis la perte de l'odorat et du goût pendant des semaines ou des mois, une fatigue intense, comme si vraiment vous n'aviez pas dormi, des maux de tête, le fait de ne pas être en forme, le fait d'être un peu dans le brouillard, comme ça, comme si on avait encore un peu une gueule de bois, ce sont des choses qui arrivent aussi parfois pendant des semaines et jusqu'à 2-3 mois, parfois même plus, après des formes même peu symptomatiques de la maladie. Alors, heureusement, ce n'est pas le plus fréquent. Heureusement, quand on guérit après 1, 2, 3 semaines du Covid, d'habitude, on va parfaitement bien, mais on considère de plus en plus que jusqu'à 20% des gens peuvent faire des formes comme ça allongées du Covid. Donc, même si on n'est pas à l'hôpital, même si on n'est pas au bout d'un tube, ce n'est pas une grippette simple pour une partie des gens. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention pour essayer d'avoir tous les moyens possibles pour éviter de développer les manifestations cliniques. Et ça, je vous ai déjà montré il y a quelques instants. Alors, ça a donné une catastrophe, on le sait, une catastrophe sur le plan sanitaire, bien sûr, mais sur le plan économique, sur le plan psychologique, sur le plan de l'école, même si la Belgique est un des rares pays à avoir aussi bien, et je pense que même si ça peut vous amener à sourire, aussi bien maintenu son système scolaire, de très grands pays comme les États-Unis ont fait tomber des mois et des mois entiers de scolarité dans quasi toute la population scolaire, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Ça a donné des problèmes sociaux lourds par perte de revenus, entre autres, ou par dépression chez pas mal de personnes. Et donc, c'est là aussi un aéropage de raisons pour essayer de développer quelque chose qui nous fasse sortir de ce problème. Nous faire sortir de ça, c'est une immunité. Une immunité, c'est-à-dire un blindage de chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et ce blindage, on peut l'atteindre de deux manières. On peut l'atteindre soit parce que plein de gens font la maladie. Je vais vous montrer dans quelques instants que ce n'est pas une bonne idée. Sans ça, il n'y aurait pas assez de place pour les cimetières en Belgique. Soit en développant effectivement une vaccination. Et vous savez que c'est le sujet majeur d'aujourd'hui. Alors, dans cette diapositive, vous voyez ce que serait le nombre de décès si on laissait faire l'immunité naturelle.
on dit virus répands-toi, pas de masque, embrassons-nous, faisons n'importe quoi. Eh bien, c'est peut-être très agréable, sauf pour ceux qui décèdent. On est bien d'accord, on est dans des modèles, on est dans des projections, hein, ça n'a pas eu lieu quelque part. Donc, ce que je vous montre, c'est ce qui est, d'après des modèles mathématiques, ce qui pourrait se passer pour différents pays. Et si vous commencez par en bas, vous voyez que la Belgique est ici à la 6e place. Vous voyez la petite boule rouge tout à fait à droite de la flèche Belgique. Si vous descendez, vous tombez sur quelque chose comme 0,08, puisque 0,1 est juste après. Eh bien, ça veut dire qu'on prédit aux environs de 80 000 décès pour que notre pays ait une immunité suffisante pour empêcher le virus de circuler. Je rappelle qu'on est déjà à 22 000 et quelques, ça veut dire qu'on devrait en rajouter encore un bon 60 000. Je pense qu'il n'y a personne, heureusement j'ai envie de dire, sur le plan éthique, qui est prêt à dire qu'on va se lancer dans ce genre de pari-là. Et si ceci n'est pas possible, eh bien la seule autre solution, comme beaucoup de maladies infectieuses, c'est de barrer la route à la maladie en question par la vaccination. Cette vaccination qui est clairement la manière la moins douloureuse, je veux dire, qui n'entraîne pas toute cette morbidité et cette mortalité, d'arriver à une immunité de groupe. La vaccination a été de longue date reconnue par toutes les instances, dont l'Organisation mondiale de la santé, comme étant dans le monde la deuxième chose qui a le plus fait progresser l'espérance de vie. La première, c'est la disponibilité d'eau potable, parce que ça a évité toutes les choléra, fièvre typhoïde et autres maladies qui faisaient mourir dès qu'on était bébé éventuellement, qui font encore mourir dans des pays comme en Afrique, en Inde, etc. Et la vaccination est la deuxième protection qui a augmenté l'espérance de vie, très loin devant la pénicilline et d'autres médicaments. Et dans ce contexte-ci, ici, la vaccination doit jouer le même rôle. C'est quoi un vaccin? C'est vous donner un petit bout, adéquat bien sûr, le bon petit bout d'un microbe au sens large du terme, qui soit capable d'être immunogénique, c'est-à-dire de faire que votre immunité va se réveiller en disant ça c'est un morceau d'agresseur, c'est comme un agresseur, et donc il faut que j'apprenne à lutter contre lui. Il faut que ça suscite une réponse immune qui vous protège. Si ça fait des anticorps qui ne servent à rien, le vaccin n'est pas utile. Je vous donne un exemple. Malheureusement, lorsqu'on acquiert le virus HIV, le virus du sida, eh bien, vous avez des anticorps en vous, mais notre corps n'est pas capable de faire les bons anticorps. Il fait des anticorps qui donnent le signal « je suis infecté », mais qui malheureusement ne vous protègent pas. Ce n'est pas ça qu'on veut faire avec le vaccin contre Covid, bien sûr, ou des vaccins contre d'autres maladies infectieuses. C'est faire une réponse qui va vous protéger le plus possible, et bien sûr sans vous donner la maladie, parce que ce serait effectivement un comble de vous donner la maladie. Les vaccins, on les connaît depuis le XVIIIe siècle. Le premier a été inventé effectivement contre la variole par M. Jenner. Et donc il y a maintenant toute une série de vaccins qui sont en cours de développement. Il y en a plus de 200. Alors, ils n'arriveront pas tous, ils ne vont pas tous naître, ces vaccins. Certains seront morts-nés parce qu'on va se rendre compte qu'ils ne sont pas bien développables, qu'ils ne donnent pas une bonne immunité, qu'ils sont finalement une 52e variante d'un autre vaccin et que cet autre vaccin est déjà en train de faire son travail utile. Et clairement, ça vous montre simplement qu'il y a eu là une ingéniosité dans l'invention de vaccins qui a été sans précédent, je dirais, de par le monde. Et il y a essentiellement 3 types de vaccins qui vont nous arriver durant cette année 2021. Ceux qu'on a beaucoup entendus, Pfizer, Moderna et dans un futur proche CureVac, qui ont été les premiers arrivés, liés à ce fameux ARN messager. Ceux dont je veux vous parler un peu plus en détail aussi aujourd'hui, comme l'AstraZeneca qui est là, et d'ici 1 mois et demi, 2 mois, le vaccin de Johnson & Johnson, qui sont basés sur des virus, mais des virus dont on va parler ensemble, qui sont des virus non pathogènes pour nous et qui ne vont pas pouvoir se multiplier dans votre organisme. Et alors, on ne va pas évoquer le 3e type de vaccin qui ne sera pas là avant de très nombreux mois, j'ai envie de dire, qui arrivera sans doute à un moment où ils ne seront plus extrêmement utiles pour la vaccination de groupes comme le vôtre, entre autres. Alors, ces vaccins-là, la Belgique en a commandé des millions et des millions. L'intérêt de cette diapositive, elle est dépassée. Elle est dépassée parce que les millions sont rajoutés aux millions. Je peux vous dire qu'en pratique, la vaccination en Belgique, on a de quoi vacciner entre 2 et 3 fois tous les Belges. Alors qu'on n'est pas certain du tout que tous les Belges vont se faire vacciner, on aura au moins pour vacciner plus de 3 fois la quantité de Belges qui vont se faire vacciner. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas assez de vaccins potentiels, on en a des pelletés. La plupart de ces vaccins vont se donner, comme on le voit dans le bas de la diapositive, en 2 doses, sauf un vaccin, le vaccin de Johnson & Johnson, qui a été imaginé ici en Belgique, à Beers,
dans la filiale Janssen, que vous connaissez probablement pour des médicaments pour la digestion, pour la diarrhée et d'autres choses du même style. Eh bien, c'est là que le vaccin a été conçu. Il est fabriqué en Hollande, d'ailleurs, juste de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est un vaccin qui est très proche de nous et qui a l'avantage de pouvoir être donné en une dose. C'est évidemment beaucoup plus pratique pour un tas de publics, d'ailleurs. On vous a assez dit que les premiers vaccins très efficaces de Moderna et de Pfizer, pardon, mais ils avaient un gros problème, c'est qu'il fallait soit des super surgélateurs, à moins 75 degrés, je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne savait pas que ça existait, ça coûte les yeux de la tête, et puis les autres, il fallait des surgélateurs, comme ceux qu'on a à la maison, à moins 20 degrés à peu près. Mais heureusement, les vaccins qui sont là maintenant, comme l'AstraZeneca, comme le vaccin de Johnson Johnson et Janssen, c'est des vaccins qu'on garde au frigo, comme les vaccins habituels que votre médecin vous donne pour le tétanos ou pour l'hépatite si vous partez en vacances à l'étranger, par exemple. Et donc, ces vaccins nous donneront une beaucoup plus grande facilité d'administration et devraient, avec les autres modifications en cours, permettre de lancer une campagne de vaccination beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace encore que celle qui est là pour l'instant. Et nous sommes pour l'instant dans ce mois de mars que vous voyez au milieu de la diapositive, où on va commencer à vacciner un public à risque, les plus de 65 ans, ça c'est vraiment pas tellement fort pour vous, on est bien d'accord, et où on termine de vacciner un certain nombre de structures qui ont commencé par les maisons de repos. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont le plus atteints et qui sont le plus morts du Covid dans la pandémie qu'on a connue, puis les professionnels de santé de première ligne, ceux qui étaient potentiellement les plus exposés et qui devaient être là pour pouvoir travailler en cas de troisième vague ou d'autres problèmes. Et puis la première ligne, c'est-à-dire les pharmaciens, les kinés, les médecins qui travaillent chez eux à domicile. Et comme vous le voyez, vous êtes dans ces structures intermédiaires-là qui sont des institutions, au sens très large du terme, les institutions collectives, où le risque peut exister pour différents types de personnes, pour différentes raisons, parce que tout le monde n'y est pas jeune, pour commencer. Et quand on est jeune, on vit parfois dans des structures où on a une plus grande proximité entre individus et une plus grande transmission potentielle de la maladie. Et donc, vous voyez qu'on est là un peu un seuil, passant entre ce qu'on a appelé, de manière un peu complexe, la phase 1A de la vaccination. Ce sont les 4 premiers packages que vous voyez ici pour commencer effectivement la phase 1B, qui est un public vers les personnes à haut risque, les personnes âgées, celles qui ont effectivement payé un tribut important. Alors, le gros reproche de la vaccination, ça a été, vous nous donnez un machin qui a été créé tellement vite qu'on n'a aucune sécurité sur l'emploi de ce genre de vaccin. Ils vont nous donner des effets secondaires qui n'ont jamais été évalués. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est un peu la notion de Speedy Gonzalez que vous voyez dans la diapositive ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le hasard des choses a fait dans le malheur du Covid qu'on a vécu, qu'on est tombé à un moment où les progrès scientifiques en immunologie ont été considérables. Et c'était un peu accumulé depuis des années, nous permettant d'avoir, la carte génétique de ce virus en 2-3 jours à peu près. Dès qu'on l'a identifié, 2-3 jours plus tard, on la connaissait. Et le monde entier, tous les laboratoires, non seulement d'universités, mais les laboratoires de firmes, avaient ce code génétique pour essayer de percer à jour l'endroit par où on pouvait le mieux l'attaquer par des médicaments ou par des vaccins. Que la technologie pour faire des vaccins en grosse quantité rapidement s'était considérablement développée, avait été utilisée déjà dans le monde vétérinaire, était développée pour des vaccins qui ont des maladies plus exotiques comme le Zika dont vous avez entendu parler, la dengue, etc. Et c'est des études déjà en phase avancée, mais aucun de ces vaccins, c'est vrai, n'avait encore été commercialisé, donné à des êtres humains en dehors d'essais cliniques. C'est le fait que nous avions connu 2 méchants coronavirus durant les dernières décennies. Le premier, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour le connaître, c'est en 2003-2004, c'est le SARS, qui est né en Extrême-Orient et qui a fait pas mal de dégâts. Il n'a touché à peu près que 8500 personnes en faisant 10% de décès. Et puis, il a disparu parce que lui était assez facile à isoler, si on peut dire. Et des vaccins avaient été développés, mais finalement n'avaient jamais été employés largement puisque la maladie n'était plus là. Et il y a un autre qui existe au Proche-Orient qui s'appelle le MERS et qui existe depuis 2012 et pour lequel des vaccins étaient en phase de finalisation. Et ces 2 coronavirus, ils rentrent dans les cellules des êtres humains de la même manière que le SARS-CoV-2 qui nous touche pour l'instant. Ils ont une clé d'entrée. Cette clé d'entrée s'appelle la protéine S. Ça vient de la notion anglaise de protéine spike. Spike qui veut dire une pointe. C'est comme une pointe, comme une clé qu'on rentre dans une serrure et qui permet au virus de rentrer dans nos cellules, surtout dans les voies respiratoires, bien sûr, mais par la suite, elle peut entrer dans des tas d'autres endroits dans le corps
C'est un virus particulièrement pernicieux. Il peut entrer dans l'épithélium de nos vaisseaux, dans le cerveau, dans le cœur, dans les reins, dans un tas d'endroits. Et c'est ce qui donne la variété de l'agressivité qu'il peut avoir chez les individus. Avec tout ça, eh bien, ça a été un pari qui a été assumé par des tas d'équipes. Il y a eu un rush dans la recherche comme on l'a rarement connu, ça il faut bien l'avouer. Il y a eu aussi une mobilisation financière colossale. Les États-Unis, l'Europe ont versé des paquets de milliards de dollars et de milliards d'euros pour financer cette recherche et le développement des vaccins. Il y a eu aussi, surtout, une manière nouvelle de développer ces vaccins. C'est-à-dire que le développement d'un médicament, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose, ici je vous montrais la spike protéine, qui est la petite pointe à la sortie, à l'extérieur, si on peut dire, du virus et par lequel il va entrer dans nos cellules. Je vous montre ici le développement classique d'un vaccin comme d'un médicament, hein, c'est exactement la même chose. Un vaccin, c'est un médicament, sauf qu'on l'injecte. Alors, traditionnellement, ça prend entre 7 et 15 ans. 7, 8 ans, 10 ans, c'est le plus fréquent. Le pire, c'est une quinzaine d'années. La plupart des médicaments vaccins, maintenant, c'est plutôt 8 ou 10 ans qu'autre chose. Alors ici, l'avantage, c'est qu'on connaissait déjà quel était le petit bout contre lequel il fallait se battre. C'est le petit bout, c'est la clé d'entrée du virus. Il ne fallait pas commencer à rechercher ça. Deuxièmement, on avait déjà fait des recherches préliminaires concernant le même type de vaccin pour le SARS et le MERS. Donc, on avait des étapes pour lesquelles on pouvait aller beaucoup plus vite que quelque chose que l'on ne connaît pas et qu'il faut débrouiller de A jusqu'à Z. Troisième point, on était devant une pandémie, et donc au lieu d'être très administratif, et le développement des médicaments sont d'habitude très administratifs, on fait une première phase de recherche qui touche quelques dizaines, une centaine de personnes, on dépose un dossier, ça met 1 an, 2 ans à être examiné, on échange des courriers électroniques bien sûr maintenant, mais ça met du temps. Et puis on fait une deuxième phase sur quelques milliers de personnes pour conforter les choses et étendre les données. Et puis on fait une troisième phase sur des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Et comme vous le voyez, si on met ces phases bout à bout, on arrive à ces 6-7 années. Le gros du temps, il est pompé par les essais cliniques. Eh bien, cette fois-ci, de manière à innover, on a mis au repos, c'est malheureux pour eux, l'examen d'un tas d'autres dossiers qui ont dû attendre parce que tout le monde était centré sur les dossiers médicaments et surtout vaccins contre le Covid. Mais surtout, les échanges d'informations se sont faits d'emblée. C'est-à-dire, lorsque les firmes lancent un vaccin, ils font une phase de développement précoce du vaccin. Elles ne font pas un petit dossier dans leur coin qu'elles envoient à l'Europe ou aux États-Unis qui doivent examiner ça de manière indépendante, mais elles échangent online leurs données. Et donc, les personnes qui ne sont pas intéressées, parce qu'elles ne travaillent pas pour une firme pharmaceutique, elles sont payées par le gouvernement, par l'Europe, par les autorités américaines pour examiner ce qui se passe dans le développement des vaccins, eh bien, elles ont les mêmes données, elles peuvent d'emblée dire, là, il y a un truc qui manque, là, il y a un truc qui ne va pas. Et on corrige le tir directement, on corrige le tir online, en live, et pas après un dépôt de dossier qui traîne pendant des mois et des mois. Et c'est ça qui a permis de faire en quelques mois ce qui prend 6 ou 7 ans, ce qui bouffe la grande majorité du temps de développement d'un produit pharmaceutique. Et l'autre point qui s'est fortement modifié, c'est qu'au lieu d'attendre d'avoir son brevet, si on peut dire, d'avoir l'Europe ou les États-Unis qui disent « vous avez un bon vaccin » et on se dit « ah, c'est bien, maintenant je vais le commercialiser, j'ouvre une usine, je lance la production, ça vous met entre 6 mois et 2 ans de faire ça. » Eh bien là, les firmes ont, grâce à l'argent qui avait été avancé, entre autres, par l'Europe et les États-Unis, d'emblée construit et développé les usines. Elles ont d'emblée lancé la production des vaccins. Et donc, il y avait déjà, lorsque l'Europe ou les États-Unis ont dit oui, des millions, des dizaines de millions de doses qui étaient disponibles et la machine était lancée. On n'avait plus qu'à accélérer le rythme simplement. Et voilà l'explication par laquelle on est arrivé à faire en une petite année, autour d'1 an, un vaccin, sans du tout sauter des étapes, mais en les faisant se suivre les unes après les autres, avec une souplesse qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent. Alors, ces vaccins, eh bien, ce sont des vaccins qui sont développés selon 2 grands thèmes. Un, je pense, qu'il faut vous montrer, parce que vous aurez peut-être ce vaccin ou un proche aura peut-être ce vaccin, le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna pour l'instant en Belgique. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Je vous disais, lorsqu'on donne un vaccin, on donne un petit bout du microbe, contre lequel, on va l'appeler le microbe ici, de manière un peu globale, quel qu'il soit, contre lequel votre corps, en le voyant, va développer des anticorps qui vont venir le bloquer.
Et quand ils bloquent ce petit bout-là, eh bien, elles pourront bloquer le même petit bout qui est sur le vrai microbe, si un jour ce vrai microbe vous attaque, et l'empêcher ainsi de venir envahir vos cellules et vous donner la maladie. La voie classique, c'est qu'on vous donne le petit bout qu'on a sélectionné. Éventuellement, on met dedans ce qu'on appelle un adjuvant, une substance capable de dynamiser votre immunité. Mais le développement de ça aboutit, un, à des délais très longs pour la production, et deux, à des vaccins qui ne sont pas toujours très excitants pour notre immunité, qui sont pas toujours avec un effet de haute immunité, de haute qualité induite rapidement. Et donc, ces nouvelles plateformes nous permettent d'avoir, heureusement pour nous, quelque chose qui va induire rapidement une immunité importante. On vous donne cette fois-ci pas le petit bout contre lequel il faut faire des anticorps, mais on vous donne le plan pour le construire. On vous donne le plan IKEA, si on vous dit, qu'un meuble qui est en pièces détachées, le meuble n'arrive pas tel quel chez vous, et on demande à votre corps de monter ce meuble. C'est vraiment ça. On donne ce plan, et ce plan, c'est un petit bout d'ARN. L'ARN, c'est quelque chose qui n'est pas dans le noyau de nos cellules. Je vous rappelle que notre patrimoine génétique, c'est de l'ADN, c'est pas la même chose. C'est bien enfermé dans un noyau dans les cellules. C'est pas du tout à ça que l'on touche. On vous donne de l'ARN, et l'ARN, dans nos cellules à nous, d'êtres humains, il sert pour que la cellule dise, le cerveau de la cellule, le noyau, il faut produire telle protéine, il faut produire telle substance. Il envoie un petit messager, c'est l'ARN, et il y a des usines de production qui s'appellent les mitochondries, qui vont produire le petit bout de protéine qui est nécessaire pour réparer la paroi de la cellule ou pour se multiplier, pour faire des nouvelles cellules. Eh bien, on donne ce petit plan, cet ARN, dans lequel on a inclus un tout petit morceau de l'ARN du fameux virus corona qui nous embête. Quel petit morceau? Le petit morceau qui est le plan pour synthétiser cette spike protéine. Et donc, on vous injecte dans le muscle un plan de construction pour faire vous-même la protéine contre laquelle votre corps doit développer de l'immunité. On le fait de manière telle que ce petit plan ne soit pas détruit dès qu'on l'injecte. Ce plan est aussi fragile qu'un morceau de papier, et un architecte qui serait avec un morceau de papier à l'extérieur lorsqu'il y a du vent et de la pluie en hiver, son plan il va partir en morceaux. Eh bien, c'est ce qui arriverait si vous injectez ceci tel quel. On a été contraint donc de le mettre dans des particules de graisse, ce qu'on appelle des nanoparticules. Et c'est elles qui impliquent qu'on doive garder actuellement ce vaccin à basse température. Sans ça, elles ne tiennent pas, elles ne font pas leur boulot de carapace autour du plan de construction. Ces vaccins n'ont pas d'adjuvant pour ceux qui sont contre les adjuvants. Ces vaccins ne contiennent pas de latex pour ceux qui sont allergiques au latex. Et ces vaccins nous permettent de synthétiser des gros paquets de cette petite spike protéine pour que notre immunité les prenne et développe les anticorps. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ARN messager, il est détruit par notre corps spontanément en 3 à 7 jours à peu près. Juste le temps de faire synthétiser la petite substance nécessaire, la petite spike protéine, et après son boulot est terminé, et le vaccin, c'est comme les messages secrets, il se dissout tout seul et il n'est plus présent. Première manière donc, une manière extrêmement efficace parce qu'on peut les produire en quantité colossale, vous l'avez vu. Certaines de ces firmes, comme Pfizer, prévoient par exemple cette année-ci de produire entre 1 et 2 milliards de vaccins. C'est totalement inenvisageable avec les techniques vaccinales classiques. La deuxième manière, et c'est celle qui va vous intéresser certainement très fort aussi, ce sont justement ces vaccins à virus non réplicatifs. Et ce qu'on va voir ici, c'est la première partie. Ne regardez pas la deuxième partie de la diapositive, c'est des virus non réplicatifs. Alors, c'est quoi ce nom barbare de virus non réplicatifs? Eh bien, ce sont des virus qu'on appelle des adénovirus. Adéno dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des virus à ADN, et ce sont des virus qui, d'habitude, donnent des petites angines, des nez qui coulent, du brol, va-t-on dire. Et ce brol, on a pris des virus qui, en pratique, d'ailleurs, ne donnent pratiquement pas ce brol, qui passent inaperçus et qui mènent d'habitude leur petite vie bien gentiment. Et on les a empêchés de se reproduire, on les a castrés d'une certaine manière. Ce virus, il peut vivre ses quelques jours de vie, et puis il meurt tout seul, il ne sait pas faire de bébé virus. Et qu'est-ce qu'on a mis dans ce virus? Eh bien, on a mis le même petit segment dont je vous ai parlé, qui est sorti du coronavirus et qui permet à ce virus de synthétiser lui-même cet segment, ce petit fragment de protéine S qui se trouve à la surface du coronavirus. Donc, finalement, c'est un peu comme dans l'ARN messager, sauf qu'on lui donnait un plan, on a entouré le plan par un véhicule qui l'amène
sur place, qui ne nécessite pas à ce moment-là de mettre de la graisse autour, qui ne nécessite pas ces températures très très basses de conservation, donc c'est plus facile dans l'emploi, mais qui fait finalement exactement le même boulot. Il, pendant quelques jours, synthétise localement dans nos cellules cette protéine S, et puis il meurt, comme mourrait l'ARN messager des vaccins Pfizer et des vaccins Moderna. C'est exactement la même chose, et c'est à notre immunité alors de développer ces moyens de défense. Alors, est-ce que c'est efficace, ces machins-là? C'est vachement efficace quand on compare à d'autres vaccins. D'autant plus que cette diapositive que vous voyez ici à gauche, je l'ai conservée pour vous dire qu'elle n'est plus exacte. C'est extraordinaire, elle n'est plus exacte parce que ça, c'est des vieux résultats. C'est des vieux résultats. Ce qui est toujours vrai, c'est le vaccin Pfizer et Moderna, très efficace, dans 90%. Mais les données que vous voyez pour AstraZeneca ici, ce sont les données qui ont été disponibles vers novembre de l'année passée. Et depuis lors, on a des données complémentaires qui changent complètement la face de la manière de considérer un vaccin comme le vaccin d'AstraZeneca. Voyons ici l'étude des vaccins Pfizer. L'étude des vaccins Pfizer, et en passant, je vous montre, elle a été faite sur 43 000 personnes, dont un bon 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin. Donc, c'est une des remarques qu'on fait toujours. Oui, ces vaccins ont été faits tellement vite qu'on les a testés à la sauvette dans un petit coin, si on peut dire. La plupart de ces vaccins, dans les études, les gens, il y en a entre 10 et 20 000 personnes dans chacune des études qui ont reçu le vaccin. Pour vous donner une idée, dans les études classiques des autres vaccins que vous recevez, souvent c'était 3 à 5 à 10 000 personnes qui recevaient le vaccin. Donc ici, on a testé le vaccin dans des quantités entre 3 et 5 fois plus importantes de gens que la plupart des autres vaccins qui sont actuellement commercialisés. Et on arrive à quoi comme résultat? Bien, on arrive à des résultats remarquables. On arrive aux gens vaccinés, c'est la ligne rouge que vous voyez, et bien au bout d'une douzaine de jours, il n'y a pratiquement plus personne, quelques petites boules qui font encore l'infection, mais rien à voir avec la ligne bleue que vous voyez monter, qui sont les gens qui ont reçu du sérum physiologique à la place du vaccin et qui continuent malheureusement les uns après les autres à faire, pour une partie d'entre eux en tout cas, l'infection par le Covid. Ça marche bien chez les gens jeunes comme chez les personnes âgées. C'est vrai pour le Moderna, je vous passe là-dessus. Et on arrive maintenant au vaccin AstraZeneca. Alors le vaccin AstraZeneca, eh bien, il donnait au départ une protection de l'ordre de 70%. On va dire 70%, ce n'est pas 95%. Ça, il ne faut pas être un grand mathématicien pour le savoir. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce 70%, il était développé avec un schéma de vaccin dans lequel on donne les 2 piqûres à 4 semaines d'intervalle. Et on s'est rendu compte qu'en donnant les piqûres autrement, en les donnant à 12 semaines d'intervalle, 12 semaines, c'est à 3 mois d'intervalle, on n'arrivait pas du 70% pour commencer, mais on arrivait à peu près à du 82%, si vous voyez la diapositive, de protection. 82%, ça se rapproche déjà vachement du 94%. C'est pas encore du 94%, je suis d'accord avec vous. Donc, on va vous corriger le tir dans un instant. Alors, ce qui se passe, et c'est malheureusement ici que devait se trouver une diapositive que je vois qui a sauté, c'est qu'on a fait maintenant des études, ce qu'on appelle sur le terrain. Pourquoi? Parce que ces vaccins, ils ont été employés. Ils ont été employés dans un tas de pays. Il y a eu des pays qui, au mois de décembre, au mois de janvier, ont eu des 3e vagues d'infections extrêmement importantes. C'est le cas de l'Angleterre, entre autres. L'Angleterre était dans une situation très, très, très grave au mois de décembre. Et l'Angleterre a dit, moi, je vaccine avec tous les vaccins qu'il y a, qui sont reconnus comme étant des bons vaccins, et je ne m'en fais pas. D'autres pays, comme la Belgique, ont dit, c'est un très bon vaccin, l'AstraZeneca comme les autres vaccins, mais vous m'excuserez, mais j'ai mon chat qui se prend d'amitié pour moi pour l'instant. C'est effectivement un vaccin pour lequel nous n'avons pas assez de données sur les gens de plus de 55 ans. Et on a dit, c'est un très bon vaccin pour les moins de 55 ans, on a des bonnes données de protection, 82%, aucun problème, mais on ne sait pas ce qu'il en est pour les gens plus âgés, les gens qui auraient éventuellement d'autres maladies. Et là, justement, les études qui viennent de sortir au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'Écosse, nous montrent des résultats extrêmement intéressants, extrêmement étonnants. Lorsqu'on emploie ces vaccins chez des gens de plus de 70 ans, des gens de plus de 80 ans, je suis persuadé qu'il y a très peu de gens de 70 ans et 80 ans qui nous écoutent aujourd'hui, mais on se rend compte que ce vaccin protège au même niveau que le vaccin Pfizer et Moderna. Ce n'est pas un peu moins bon, c'est au même niveau. Et dans certaines études, on a presque l'impression qu'il protège mieux que le vaccin de Moderna et de Pfizer. On arrive à des taux de protection dans la vraie vie de l'ordre d'un bon 80% pour tous ces vaccins de la même manière. Comme dirait quelqu'un, qui peut le plus, peut le moins.
qui peut protéger un vieillard de 80 ans, protège vachement bien quelqu'un de 35 ou de 45 ans. Et il protège contre quoi? Il protège très très bien justement contre les formes graves de la maladie. Les formes graves de la maladie, c'est se trouver dans un lit d'hôpital, c'est se trouver en réanimation. Et la plus grave, c'est évidemment de décéder de la pathologie. Et on se rend compte que sur des centaines de milliers de personnes vaccinées en Angleterre, c'est le premier pays qui l'a employé aussi largement, la protection du vaccin AstraZeneca pour les personnes fragiles est du même niveau que le vaccin Moderna ou le vaccin Pfizer. Donc on n'est pas là devant un deuxième choix, on est devant un vaccin qui a la même efficacité pour protéger des personnes fragiles et a fortiori donc des personnes beaucoup moins fragiles qui sont une population moins malade, moins âgée au sens le plus général du terme. Alors quand est-ce qu'ils sont efficaces? Eh bien l'AstraZeneca, il est efficace au bout d'à peu près 3 semaines. Et dès 3 semaines, il vous donne à peu près 75% de protection. On gagne encore une bonne dizaine de pourcents, 10-15%, lorsqu'on a la deuxième injection. Le vaccin de Pfizer et de Moderna, eux, sont efficaces vers 12 à 14 jours à peu près, donc une petite dizaine de jours plus tôt, et avec, comme je viens de vous le dire, maintenant, finalement, la même efficacité sur le terrain. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il ne faut pas nier qu'il y en a, ce sera aberrant. À peu près tout médicament un peu efficace a des effets secondaires. Il n'y a que l'eau bénite éventuellement qui n'en a pas. Donc, en pratique, un médicament et un vaccin peuvent avoir des effets secondaires. Quel est l'effet secondaire que l'on voit ici? Eh bien, ce sont ceux de tous les vaccins. Ça fait un peu mal à l'endroit où on a piqué. C'est un peu rouge, c'est un peu gonflé. Ça donne éventuellement quelques symptômes généraux, c'est vrai. Il y a des gens qui font de la fièvre, il y a des gens qui ont mal partout, il y a des gens qui sont fatigués. Et ça arrive quand? Ça arrive dans les 12 à 24 heures après la piqûre et ça se termine dans les 36 à 72 heures après la piqûre en question. Et on est parfaitement autorisé à prendre du paracétamol, d'Afalgan et autres noms commerciaux, ça n'a pas d'importance, pendant les 1 ou 2 ou 3 jours pendant lesquels certains d'entre nous ont ce type d'effet secondaire. Il n'y a pas de raison de souffrir, si on peut dire, et ce n'est pas une souffrance bien grave. J'ai l'habitude de dire c'est un petit mal pour un grand bien par rapport au type de pathologie qu'on peut avoir avec ce type de microbe. Donc, ne pas hésiter à prendre du paracétamol si on a un effet secondaire et surtout ne pas se dire qu'on est parti devant des effets secondaires gravissimes. Ces vaccins ont été évalués dans les études qui ont permis de les mettre sur le marché avec des personnes qui avaient reçu le vaccin depuis au moins 2 mois. Donc on avait un suivi d'au moins 2 mois. Alors, on va dire 2 mois, mais ça veut dire quoi? Eh bien, on sait que 95% des effets secondaires des vaccins développés durant les 50 dernières années se manifestent en ayant les 6 semaines après l'injection. L'immense majorité dans les 3-4 premiers jours, et puis une petite partie encore comme ça jusqu'à 6 semaines. Et ici, par précaution, ces dizaines de milliers de personnes qui ont reçu le vaccin ont été suivies de manière très rigoureuse pendant 2 mois, de manière à ce qu'on couvre largement les 6 semaines en question. Et c'est ça qui est le plus important, on a établi de par le monde, un peu à cause de cette vaccination, un réseau de surveillance qui n'a jamais été égalé. Un réseau de surveillance qui fait intervenir un certain nombre de structures qui sont l'Agence du médicament dans notre pays, c'est d'autres agences dans d'autres pays. Toutes les données concernant les effets secondaires vont être envoyées au niveau européen et tout ceci va être regroupé par l'OMS dans une zone centrale qui permet d'avoir pour tous les vaccins, pour tous les types de populations, pour tous les types de personnes, femmes ou hommes, jeunes ou vieux, un signal s'il apparaît quelque chose, parce que l'on sait que parfois, il faut effectivement vacciner des millions de personnes, comme donner un médicament à des millions de personnes, avant de se rendre compte d'un effet secondaire qui arrive une fois tous les 250 000 ou tous les millions de personnes. Il n'y a aucune étude, bien sûr, qui est capable de démasquer ce genre d'effets secondaires. Ce sont les effets secondaires qu'il faut rechercher lorsque le médicament ou le vaccin est largement répandu. Pas d'adjuvant, on l'a dit, pas d'effet secondaire inattendu pour l'instant. Le seul effet secondaire que l'on a, eh bien, c'est un effet un peu particulier. C'est un effet secondaire qui n'est pas lié spécialement à l'AstraZeneca, justement, qui est lié au vaccin de Pfizer et de Moderna, qui sont des allergies. Qui sont des allergies qui peuvent bien sûr être des boutons, simplement comme vous les voyez ici, mais qui sont éventuellement des réactions, ce qu'on appelle une réaction anaphylactique. Alors derrière ce nom un peu barbare, qu'est-ce qui se trouve? C'est une réaction dans laquelle la tension que vous avez quand on prend votre tension diminue, dans lequel vous avez parfois un gonflement au niveau
de la gorge, au niveau de la bouche, au niveau de la langue, et dans lequel les difficultés respiratoires peuvent apparaître. Est-ce que c'est fréquent, ça? Est-ce que c'est dangereux, ça? Alors, fréquent d'abord, c'était quelque chose qui était évalué à une fois tous les 100 000 personnes au début de l'emploi de ces vaccins. On se rend compte maintenant qu'on l'a employé chez des dizaines et des dizaines de millions de personnes, que ça apparaît une fois tous les 250 000 personnes. Ceci est un niveau qui est effectivement extrêmement bas. Est-ce que c'est dangereux? Alors c'est dangereux, oui, si on ne fait rien. Si on vous met dans une pièce et qu'on va voir 2 heures plus tard ce qui se passe, ça, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça qu'on vous demande de rester un quart d'heure, une demi-heure après la vaccination. Parce qu'on sait que dans 90% des cas, si ça vient arriver, ça arrive durant la période en question, et que vous faire une piqûre, une belle petite piqûre, simplement telle quelle, pas une intraveineuse, une belle piqûre qu'on vous pique dans le muscle en dessous de la peau, d'adrénaline, eh bien, ça va directement renverser les choses. Et c'est pour ça que tous les endroits, d'ailleurs, où on fait des vaccins, ont ces dispositifs actuellement à disposition. Et c'est pour ça qu'il faut rester après la vaccination pendant 15 à 30 minutes. Est-ce que la femme enceinte qui va allaiter peut recevoir le vaccin? On va faire court, oui. Il n'y a absolument rien qui nous fait penser que ça pose un problème. Est-ce qu'on peut être vacciné si on est malade? Bon, ce n'est pas une bonne idée, parce que quand on est malade, on a souvent de la fièvre, quel que soit le microbe qui vous rend malade, et vous donnez un vaccin qui peut donner un peu de fièvre, ce n'est pas une bonne idée. Donc, attendons 2 semaines après notre maladie. Est-ce qu'on peut être vacciné si on a fait le Covid l'année passée, en mars ou quoi? Oui, certainement, pour relancer votre usine d'anticorps, de manière à ce que vous donniez une bonne quantité. On a pu se rendre compte que le vaccin est plus capable que la maladie de vous donner une large palette de moyens de défense. Pas seulement contre le virus qui nous est venu de Chine, en passant par l'Italie, etc., au mois de février-mars, mais contre aussi les nouveaux variants. Et que donc le vaccin vous permet d'avoir des armes supplémentaires contre ces variants qui sont maintenant présents. Et ça, je pense que ça doit être vraiment un argument important pour se dire que même si on a fait la maladie l'année passée, être vacciné a tout son sens et est extrêmement important. Est-ce qu'on est contagieux quand on est vacciné? On n'est pas contagieux à cause du vaccin. Il faut être bien clair, on ne vous injecte pas un virus du Covid, hein, absolument pas. Donc, ce vaccin, il ne va pas vous donner un test positif dans le nez si on vous fait un test dans le nez dans les jours qui vont suivre. C'est totalement impossible. Mais est-ce qu'il vous protège contre le fait de porter le microbe, de ne pas être malade, mais de porter le microbe dans votre nez ou dans votre gorge? Eh bien, on a des éléments qui font penser que ça diminue fortement ce risque, mais on n'a pas assez d'éléments pour dire que vous êtes devenu tout d'un coup tout propre pour le virus. On pense que ça diminue de 50-75% le portage du virus, probablement pas plus, on n'a pas assez de données, et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas capable d'infecter encore transitoirement par un virus qui passerait par votre gorge, grand-maman ou grand-papa si vous les embrassez. Donc le fait d'être vacciné, c'est important, ça vous empêche d'être malade, ça vous empêche de diffuser énormément de microbes comme on le fait quand on est malade, mais ça n'empêche peut-être pas de diffuser un peu de microbes et de toucher malgré tout des personnes fragiles qui n'auraient pas encore été vaccinées. Et donc, ça demande encore, tant qu'on n'a pas vacciné massivement des personnes fragiles, des personnes âgées, de garder de la prudence dans les contacts que vous avez avec le reste du monde. Combien de temps dure la protection? On n'en sait rien, bien sûr. C'est le cas de tous les vaccins. Tant qu'on n'a pas plus de recul, il est impossible de vous dire que ça va durer pendant 8 mois, 12 mois. On pense que ça durera de l'ordre d'au moins une année, mais la durée exacte, bien sûr, elle n'est pas connue. Et il y a, si nécessaire, déjà des remises à jour, hein, c'est comme pour les logiciels de tout vos matériels informatiques, il y a des remises à jour éventuelles, si on se rend compte qu'elles sont nécessaires, qui sont prévues, et si elles ne sont pas nécessaires, tant mieux. Mais si un jour il faut faire une remise à jour, eh bien il y aura un rappel éventuel si le virus a trouvé, par son génie propre, si on peut dire, la manière d'échapper à la vaccination. Et après ceci, je vous remercie pour votre attention d'une part, et je vais laisser la parole à Yvon Angler, qui doit être maintenant parmi nous. Voilà. Merci beaucoup Yves, et d'abord bonjour à toutes et à tous, mes excuses pour mon retard, mais comme vous avez peut-être compris si vous suivez les nouvelles, la journée est compliquée puisque il y a toutes sortes de décisions importantes qui sont en cours de validation au niveau de nos ministres et qui vont permettre d'accélérer la campagne de vaccination, essentiellement grâce à ces nouvelles données écossaises dont Yves vient de parler et qui nous a
documenté d'une manière maintenant indiscutable sur la capacité d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca, qui est en fait le seul parmi les vaccins actuellement parmi nous qui a une certaine disponibilité. Les autres, nous les utilisons déjà à peu près au maximum des livraisons qui nous sont fournies, qui va nous permettre d'accélérer la protection des personnes les plus menacées par le virus après celles qui ont été déjà vaccinées, puisque vous savez qu'on a, alors là je parle pour la région wallonne, mais je crois qu'on est assez bien dans la même séquence dans les différentes parties du pays. On a quasiment fini toute la vaccination des maisons de repos et on voit des résultats extrêmement positifs. On est occupé à les analyser, mais on voit clairement un effondrement des maladies graves dans les maisons de repos dues à la Covid-19. Donc ça, c'est très encourageant. Nous sommes bien avancés sur la vaccination dans les hôpitaux pour protéger le personnel en cas d'une troisième vague et aussi un peu moins avancé, mais quand même bien avancé sur la vaccination de toutes les institutions collectives de soins. Donc on pense aux institutions qui accueillent des personnes handicapées, des structures de santé mentale et dans les 2 semaines qui viennent, nous devrions finir la première dose dans toutes ces institutions aussi et de la même façon terminer la vaccination de la première ligne de soins. Et donc on va très vite pouvoir maintenant se tourner vers la vaccination de la population âgée dans la population générale, qui est celle qu'il faut maintenant protéger en priorité avec les personnes atteintes de maladies chroniques graves qui augmentent le risque de la maladie. Donc nous sommes à un moment important. Je crois que la chose la plus marquante dans les données de ces derniers jours, c'est évidemment les résultats sur le terrain, dans la vraie vie, du vaccin d'AstraZeneca qui nous donne vraiment un boost intéressant dans la capacité de vacciner. Alors je vois déjà une question, pourquoi l'aide à la jeunesse n'est pas citée? Donc on va, je remercie Yves m'avoir remplacé pour vous accueillir et d'avoir fait l'importante partie de sa contribution. Je vais avec lui passer en revue vos questions, parce que je crois que c'est quand même toujours là qu'on a le maximum d'intérêt du public pour répondre à vos préoccupations et essayer d'être le plus transparent possible dans cette information à vous permettre de prendre vos décisions concernant le fait de se faire vacciner. Il y a une question sur l'aide à la jeunesse. Donc, le personnel de l'aide à la jeunesse fait partie des groupes qui vont être vaccinés. Les résidents, qui sont des personnes jeunes en bonne santé, viendront plus tard dans la campagne de vaccination, mais on n'a pas du tout oublié les structures d'aide à la jeunesse. Je reprends maintenant peut-être les questions dans le chat. Il y en a déjà un bon paquet. Donc la vaccination pour les services d'aide à la jeunesse, c'est une sollicitation du personnel qui va être faite à venir se vacciner dans les centres qui vaccinent aujourd'hui la première ligne de soins. Si j'ai des effets secondaires qui sont des symptômes du Covid, suis-je contagieux? Dois-je me mettre en quarantaine? La réponse est non. Le vaccin n'injecte pas le virus et donc on n'est à aucun moment
infectieux quand on a été vacciné? Où s'effectuera la vaccination des agents d'une institution? Est-ce qu'il y a un pool de vaccinateurs qui vient sur place? Alors, c'est vrai pour les institutions dont j'ai parlé dans mon petit speech d'introduction pour vous dire où on en était. Par contre, à partir de maintenant, c'est les centres de vaccination qui vont vous solliciter, vous inviter à vous rendre sur place. Et c'est comme ça que l'ensemble de la population wallonne, ces 2,5 millions de personnes que nous allons inviter au cours des mois qui viennent progressivement à venir se faire vacciner, ce sera dans ces centres de vaccination. Est-ce qu'une personne qui a contracté la maladie il y a quelques mois doit se faire vacciner? C'est une question très fréquente. Peut-être Yves, tu veux j'ai déjà répondu à cette question. Je vois que c'est une question qui a été posée à 10h05. Et donc, effectivement, nous considérons actuellement que ça vaut la peine, de manière, d'une part, à renforcer l'immunité qui a diminué au cours des mois et d'autre part, à élargir le spectre de notre réponse immunitaire vers les nouveaux variants. Et on a pu se rendre compte que la vaccination induit ça pour de multiples nouveaux variants, y compris d'ailleurs en bonne partie pour le variant sud-africain, certainement pour le variant anglais, sans aucun problème, et que donc il est utile de faire une vaccination même si on a fait la maladie. Alors, est-ce que le personnel d'une institution est vacciné tout le monde le même jour? On a beaucoup craint ça à cause du fait de ne pas avoir tout le personnel qui soit avec des maux de tête, de la fièvre et des douleurs musculaires. Mais dans la vraie vie, on n'a pas eu de difficultés de ce type jusqu'à présent. Et vu le système de vaccination que nous offrons maintenant, qui est donc une prise de rendez-vous avec des personnes qui se rendent au centre, il y aura de manière tout à fait naturelle une dispersion des membres du personnel qui ne viendront pas tous se faire vacciner en même temps et qui évitera ce problème potentiel, mais qui ne s'est pas matérialisé. On peut dire d'une manière générale que jusqu'aujourd'hui, les effets secondaires que nous avons observés sur le terrain avec Pfizer et Moderna, qui sont les deux qu'on a beaucoup utilisés jusque maintenant, ont montré des effets secondaires qui sont apparus beaucoup moins fréquents que ce qu'on nous avait annoncé. Et ce qu'on pense, c'est que dans les études cliniques, les gens sont là à s'observer et à noter tout ce qui arrive, alors que dans la vraie vie, c'est des choses très mineures que beaucoup de gens ne relèvent même pas. Alors, on nous annonce un peu plus d'effets secondaires à la première dose avec AstraZeneca, mais moins d'effets secondaires à la deuxième dose avec AstraZeneca. Et donc, on va voir maintenant dans la vraie vie quelle est la situation par rapport à ce troisième vaccin. Yvon, je pense que là, un point important pour l'AstraZeneca, c'est qu'on a un peu trop négligé le paracétamol. Et que donc, il faut savoir qu'une partie des études AstraZeneca, les gens recevaient d'emblée du paracétamol au moment de l'injection et où ils pouvaient en prendre de manière très libérale à la moindre apparition de quoi que ce soit. Et donc, je pense qu'il ne faut pas du tout hésiter à prendre du paracétamol. Et on a les arguments qui montrent que, immunologiquement parlant, ça n'empêche pas le vaccin de donner son effet. Et donc, celui qui aurait peur, à la limite, il peut prendre son paracétamol s'il n'a pas de contre-indication. Et les autres, n'hésitez pas à le prendre à la moindre apparition de symptômes. Ça ne va pas affecter l'activité de votre vaccin. Et comme je le disais, ça ne sert à rien de souffrir, même si ce n'est pas beaucoup, mais souffrir un peu, si on peut facilement, avec 500 mg ou 1 gramme de paracétamol, endiguer ça. Au revoir. Et les gynécologues disent toujours que quand on commence à avoir mal, il faut prendre un antidouleur rapidement, parce qu'ils sont toujours plus efficaces à empêcher la douleur de monter que de la faire redescendre. Tout à fait. Et donc, c'est un argument supplémentaire pour être très libéral sur l'utilisation du paracétamol. Est-ce que la vaccination concerne tous les travailleurs? Alors, donc quand on pose cette question-là, on pose la question d'une vaccination en institution,
Oui, elle touche tous les travailleurs d'une institution. Dans les hôpitaux, on a demandé aux hôpitaux de nous faire 2 groupes pour vacciner en priorité le personnel exposé, mais maintenant que l'on a des arrivées de vaccins plus importantes, on va réouvrir toute la vaccination du personnel non exposé sans restriction. Et à partir de la semaine prochaine, la semaine suivante, chacun va être invité sur la base de l'âge ou éventuellement des comorbidités, mais plus sous son appartenance à une entité administrative ou un lieu de travail particulier. Donc, la question ne se posera en fait plus. Alors, nous avons la question des travailleurs engagés pendant la période de vaccination. Elle pose la question des vaccinations. C'est une préoccupation assez forte dans les maisons de repos et les institutions collectives de soins. C'est les nouveaux résidents et les nouveaux membres du personnel qui arrivent après la vaccination. Et donc, nous sommes en train de mettre sur pied les procédures pour compléter la vaccination lorsque de nouveaux résidents ou de nouveaux membres du personnel arrivent. Pour les membres du personnel, ils peuvent évidemment déjà aujourd'hui aller se faire vacciner dans les centres de vaccination tels que ouverts pour la première ligne de soins, puisqu'ils appartiennent à la première ligne de soins. Ils seront d'ailleurs la plupart du temps déjà invités à se faire vacciner. Est-ce qu'on peut contracter le Covid après la première dose? Oui, même après la seconde dose, puisque cette protection est de 90 ou 95%, elle n'est pas de 100%. Et donc, nous suivons avec attention les infections dans les maisons de repos après la vaccination, et on en a de moins en moins, parce qu'on est encore dans cette période où la protection n'est pas tout à fait complète, puisqu'elle est complète pour les vaccins mRNA 14 jours après la deuxième dose, mais on voit, et c'est ce que montre l'étude écossaise aussi, que même les personnes qui font encore la Covid font une Covid légère. On n'a pratiquement plus d'hospitalisation pour Covid venant des maisons de repos, ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de fièvre, le nez qui coule chez un petit nombre de gens. La plupart ne font plus de signes cliniques du tout. Le public pris en charge dans les différents services sera-t-il aussi vacciné? Dans les institutions collectives de soins, handicap, santé mentale, oui. Dans, par exemple, les centres de protection de la jeunesse, les institutions de protection de la jeunesse, non, parce que c'est une classe d'âge qui n'est pas prioritaire. Mais évidemment, dans les mois qui viennent, toutes ces personnes-là finiront par être, même s'ils ne sont pas prioritaires, invitées à se faire vacciner, puisque le but est évidemment de vacciner toute la population belge. Grossesse, désir de grossesse. Yves, tu as, je pense, déjà abordé la question. Est-ce que tu veux resynthétiser? Oui, donc par exemple, par rapport à ce point de vue-là, bien insister sur le fait que dans le vaccin AstraZeneca, en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'un virus qui se multiplie, comme le virus de la rougeole, par exemple, dans le vaccin contre la rougeole, ou le virus de la fièvre jaune dans le vaccin contre la fièvre jaune, ou celui de la varicelle, qui sont là des contre-indications par rapport à la grossesse. Ici, on a un virus qui est incapable d'être agressif, de se multiplier, et donc on n'a aucune raison d'avoir une contre-indication par rapport à l'AstraZeneca. Si on repart malgré tout vers l'ARN messager, comme on l'a dit, se dégrade à la vitesse de l'éclair ou pratiquement dès qu'il sort un petit peu de la cellule. Et donc, on n'a là aussi aucun argument contre le fait de faire ce vaccin chez la femme qui serait enceinte ou qui deviendrait enceinte ou qui allaite. Les données animales sont tout à fait favorables, ne montrent pas de problème de troubles de type stérilité ou troubles à ce niveau-là, ni d'atteinte par rapport au fœtus. Et il y a maintenant d'ailleurs toute une discussion qu'on devra réaborder avec les gynécologues de est-ce que la femme enceinte doit être vaccinée et c'est l'avis
officielle pour l'instant en Belgique parce qu'elle a des facteurs de risque éventuellement, ou est-ce qu'elle doit être vaccinée parce qu'elle est enceinte, puisqu'il existe un certain nombre d'arguments faisant peut-être penser même que la grossesse pourrait être en elle-même une situation physiologique à risque plus élevé. Donc il n'y a certainement aucun inconvénient de vouloir être enceinte, d'être enceinte ou d'être allaitée pendant et alentour n'importe lequel de ces vaccins. Très bien. La durée entre deux injections d'AstraZeneca qui est recommandée en Belgique, c'est 12 semaines, puisque comme Yves vous l'a rappelé, l'efficacité, donc le taux d'efficacité maximal du vaccin est obtenu avec un espacement plus grand. Et l'étude écossaise qui est faite après la première dose montre que la protection contre les formes graves est très précoce après la première dose, et donc ce n'est pas grave de reculer la seconde dose et de cette façon-là de donner à chacun la protection maximale que l'on peut obtenir avec le vaccin. Si nous refusons la vaccination, si on change d'avis, on pourra en bénéficier quand même? Alors, deux choses. Si vous ne prenez pas l'offre de priorité, vous la perdez. Elle ne reste pas activable n'importe quand. Néanmoins, quand on arrivera à la population générale, toutes les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées auront cette espèce de deuxième chance, sauf les personnes qui auront indiqué explicitement qu'elles ne veulent pas être vaccinées. Vous verrez que quand vous allez recevoir votre invitation à être vacciné, il y a une case en disant « Non, merci, je ne souhaite pas être vacciné ». Alors ça, c'est une prise de position contre la vaccination qui est parfaitement respectable, mais qui entraîne en conséquence qu'évidemment, on ne vous sollicite plus. Donc, si vous pensez éventuellement « Je ne me vaccine pas maintenant, mais peut-être que dans 1 mois, 2 mois, quand on me réinvitera comme citoyen de la population générale, peut-être bien que j'irai », ne cochez pas « Je refuse la vaccination » parce qu'alors on ne vous convoquera plus. Dans un service résidentiel général, accueil d'enfants, est-ce qu'on pourra travailler dans une bulle sans masque? Donc ça, c'est toute la question qui n'est pas simple de la réorganisation de notre vie communautaire une fois que la vaccination progresse. Vous savez qu'en région wallonne, nous avons pris des premières dispositions d'assouplissement des mesures dans les maisons de repos qui sont vaccinées à un très haut taux pour les résidents et le personnel, et que l'on va évidemment suivre attentivement la façon dont les choses se passent. Néanmoins, on a maintenant, et je n'ai pas entendu ça, je suis arrivé, je pense, trop tard, si Yves en a parlé, des données sur la diminution de la contagiosité par les vaccins. Cette diminution de contagiosité n'est pas complète, et donc tant qu'il n'y a pas un très très grand nombre de gens vaccinés, il faudra en tout cas maintenir les gestes barrières et le masque et la lutte contre les clusters de contamination par le virus. Yves, est-ce que tu veux commenter ce que j'ai dit aussi, Yvon. Donc en pratique, selon le type de vaccin, on a des données encore trop parcellaires qui nous montrent 50-75% de diminution, donc une très claire diminution, mais pas une diminution de la quantité aussi de virus que l'on porte. On n'a pas le même gros paquet de virus dans nos postillons, si on peut dire, mais il y a encore du virus actif présent en quantité plus faible. C'est une partie qui n'est pas quelques pourcents, mais qui est des paquets de dizaines de pourcents dans les études actuelles. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas considérer que quelqu'un qui est vacciné est stérile, si on peut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une immunité stérilisante qui l'empêche de pouvoir contaminer, d'où le fait que l'on garde des précautions, sauf dans des structures très particulières, des protocoles qui sont en cours, éventuellement des études en cours, des structures par exemple pour personnes Alzheimer ou autres. Mais là, on arrive dans des protocoles d'études qui essayent de voir justement le risque de transmission avec l'accord de tout le monde. Je pense que pour le reste, il faut considérer qu'il reste toujours un risque de transmission. Au revoir. Si 2 personnes, le nom du vaccin
Point d'interrogation. Le vaccin AstraZeneca n'a pas un joli petit nom. On sait que le Pfizer s'appelle Comirnaty, mais il n'a pas un petit nom. Il a un bête nom, ce type AstraZeneca Covid-19. Il n'a pas un beau nom, à vrai dire, pour l'instant. Alors, la date limite pour se rendre au centre de vaccination, donc dans la convocation, il y aura une date limite chaque fois pour se présenter de façon à savoir à quel moment est-ce que quelqu'un laisse passer son tour et permet de convoquer évidemment quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut une attestation de travail, fournir une attestation de travail? Donc, le centre de vaccination fournira un cachet sur la convocation qui pourra être utilisé comme attestation qu'on est bien allé au centre de vaccination. Je suppose que c'était ça la question, de savoir, puisqu'on peut y aller pendant les heures de travail, de pouvoir évidemment montrer qu'on y est allé. Les stagiaires sont-ils concernés par l'offre de vaccination? Oui, vous avez entendu qu'on a même anticipé un peu en convoquant des années d'études dans les hautes écoles et les universités, puisqu'on avait de la place cette semaine pour accélérer ils font partie de la première ligne, ils étaient listés dans la première ligne, mais on ne les avait pas convoqués encore, et donc on a profité des places pour les convoquer. Si deux personnes vaccinées travaillent ensemble dans le même bureau, doivent-elles garder le masque? Yves, quelle est la... Mais pour l'instant, on revient à la notion que, comme on n'a pas une suffisamment grande certitude qu'il n'y a pas de contagiosité possible, on ne parle pas ici seulement vis-à-vis de l'autre, et comme très bien l'a dit Yvon, le fait d'être vacciné n'empêche pas malgré tout que dans un certain pourcentage on puisse faire la maladie. Donc une personne vaccinée peut attraper un virus d'une autre personne vaccinée et malheureusement faire la maladie. D'une part, d'autre part, elle peut aussi servir de ricochet vers sa grand-mère ou son grand-père qu'elle irait voir le soir par exemple, et que donc dans ce contexte-là, on ne peut pas maintenant avoir actuellement, hein, ça changera peut-être dans le temps bien sûr, des droits particuliers liés à la vaccination. Très bien. La durée de validité du vaccin, Yves, quelle est la durée? Oui, donc, inconnue, mais à mon avis, quelle est celle qui est... Je pense qu'on aura, sauf surprise, liée à un variant qui devrait nécessiter une remise à jour du logiciel, comme je le disais là tantôt, avec un rappel spécifique. Mais sous réserve de ça, on s'attend à avoir au moins de l'ordre d'un an, peut-être plus. Ce qu'on sait, c'est qu'on induit vraiment très bien des cellules mémoire, des cellules qui gardent la capacité, potentiellement des années plus tard, de réveiller notre immunité. Et donc, je pense qu'on a de bons espoirs, sauf si les variants demandent de remettre à jour, de tenir plusieurs années, mais combien, c'est encore impossible à savoir. Et ça risque fort d'être différent, je veux dire, d'un groupe d'âge à l'autre. Dans une population jeune qui nous écoute aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas la même nécessité qu'une population de 75 ou 80 ans. Hein, c'est tout à fait différent. Pourra-t-on refaire du présentiel, des réunions en présentiel avec port du masque lorsque le personnel sera vacciné? Je pense que c'est typiquement le genre d'aménagement qui va progressivement se faire. Je crois qu'il faut faire évoluer les mesures dans les structures de manière prudente, en tout cas garder les mesures barrières. Pour le moment, on continue à recommander le télétravail pour une raison assez simple. La proportion de la population qui est vaccinée est minuscule, en réalité c'est quelques pourcents, et voilà, vous avez tous entendu la presse crier là-dessus depuis 48 heures ou 72 heures, mais on n'a jamais espéré avoir des volumes de vaccins qui permettent de vacciner comme aux États-Unis, en Angleterre ou en Israël, des quantités importantes, des parties importantes de la population pendant ce premier quadrimestre. Et donc, l'immunité collective viendra avec la progression de la campagne de vaccination, mais deviendra une vraie question quand on arrivera autour de l'été à une proportion importante de la population. On espère, vous le savez, 70% de la population au moins qui sera vaccinée pour voir
les mesures de prévention pouvoir être réévaluées de manière massive. Les effets secondaires, je suppose qu'on les a exprimés. Oui, on l'a dit. Il y avait une question, peut-être, il me semble que j'ai peut-être laissé passer un endroit qui était d'avoir une fréquence des effets secondaires de la deuxième dose. C'est un peu difficile à dire parce que, comme tu disais très bien, tu as les études et puis tu as la réalité du terrain. Exact. Et donc, c'est très difficile parce que, par exemple, dans les vaccins de type Pfizer, Moderna, on avait plus d'effets secondaires à la deuxième dose qu'à la première, plus chez les jeunes que chez les vieux, et on atteignait des taux de plus de 50% de gens qui faisaient de la fièvre, qui avaient des myalgies et autres. Et ça ne correspond pas à ce qu'on a. On a moins que ça dans la réalité sur le terrain actuellement. Beaucoup moins. Alors, c'est très difficile donc de dire cette proportion, et c'est vraiment très variable. J'ai envie de dire que vous avez deux travailleurs du même âge qui sont allés dans les mêmes conditions. Un n'aura aucun, j'en suis un exemple. J'ai eu 2 vaccins Pfizer, je n'ai absolument rien senti. Je vous garantis que je ne masque pas la réalité. Et j'ai un confrère qui a fait une vraie grippe au 2e vaccin. Enfin, une vraie grippe, enfin, un vrai syndrome grippal. Donc, c'est assez imprévisible, d'où l'importance, je pense, de ce paracétamol dont on parle, et d'où le fait qu'il faut savoir que ce n'est pas le vaccin à faire la veille du jour où on doit faire le truc le plus important, mais la fréquence est en quelques dizaines de pourcents de gens qui auront des choses, mais des choses très variables et certaines n'empêchant pas de travailler parce qu'on se sent simplement un peu moins en forme sans plus et on n'est pas cloué au fond de son lit. Over. Ok, est-ce que les vaccins continueront à être gratuits quand il faudra se refaire vacciner dans quelques mois? Est-ce qu'il faudra continuer à se faire vacciner avec le même type de vaccin? Alors, je vais répondre à la première question. Donc, il y a aujourd'hui une disposition de gratuité de la campagne de vaccination dans laquelle nous sommes. Et ça, ce sera vrai jusqu'au bout de cette campagne. Au-delà de cela, il n'y a pas de décision politique qui ait été prise, mais le plus probable est que cette vaccination rentrera dans le portefeuille de vaccination générale de la population et sera repris dans les règles de sécurité sociale habituelles pour les vaccinations. Et donc, je ne pense pas que la gratuité totale à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui est d'ailleurs, je le souligne, indépendant du statut administratif et social des gens. Vous pouvez, si vous n'avez pas de sécurité sociale, personne ne vous demandera même d'informations à ce sujet. Vous êtes un résident en Belgique, vous avez droit à être vacciné gratuitement, point. Ça ne durera probablement pas au-delà de la campagne actuelle. Mais c'est très difficile aujourd'hui de le prédire. En tout cas, il n'y a pas eu de décision officielle au-delà de la campagne. Je crois que tout le monde est centré, et c'est légitime et à mon avis une bonne idée, est centré sur la campagne actuelle et non pas sur la façon dont on gérera la vaccination plus tard. Est-ce qu'il faudra continuer dans le futur à se faire vacciner avec le même vaccin, oui. le même... C'est une question qui est intéressante pour l'immunologue. Donc, pour l'instant, la réponse de départ, qui doit être la pierre angulaire, c'est oui, mais il y a des études en cours dans certains pays comme l'Angleterre, dans lesquels on panache la vaccination. Et on fait par exemple un vaccin AstraZeneca d'abord, et puis un vaccin Pfizer, ou un vaccin Pfizer d'abord et un vaccin AstraZeneca, pour voir si la manière de présenter, je vous ai dit, la carte pour synthétiser la spike protéine, le plan IKEA, qu'on fait différemment dans les deux cas, mais on arrive finalement au même meuble qui est construit à la fin, à la même spike protéine pour stimuler notre immunité. Et il n'est pas évident que l'immunité induite soit la même. Et donc, il est peut-être intéressant de panacher la vaccination. Mais ça, ce sont les études scientifiques qui sont en cours et dont on espère avoir dans le courant de cette année-ci le résultat. Donc, il est possible, alors que la réponse de départ, c'est oui, on garde le même, il est possible qu'on recommande de varier ou de changer les schémas en fonction de cette évolution. Et ça, seule l'évolution de la science nous le montrera. Je pense qu'il y a peut-être une autre dimension, Yves, à faire percevoir à notre public, c'est qu'on est ici sur la première génération des vaccins, avec quand même beaucoup de contraintes de conservation que l'on accepte
parce que c'est une lutte d'urgence contre la pandémie. Lorsqu'on va entrer dans la routine, je parle de 2022-2023, il est quand même probable qu'on aura une deuxième ou une troisième génération de vaccins, peut-être d'ailleurs panachés pour couvrir des variants comme on l'a dans d'autres vaccins, comme le vaccin contre l'HPV par exemple, qui est orienté vers plusieurs souches du vaccin, du virus qui crée le cancer du col utérin. Donc je pense qu'il ne faut pas vouloir tirer des plans sur la comète. On peut être déjà extrêmement heureux d'avoir ces vaccins très efficaces disponibles aussi vite après le début de la pandémie, mais la recherche continue et il y aura très probablement de nouvelles dimensions dans les années futures. Oui, tout à fait. Écoute, même si on est très performant, on est malgré tout, comme tu dis, au premier, c'est un peu la forteté par rapport à la Tesla. Hein. Et donc, il est fort possible qu'on ait effectivement, comme tu dis, des panels, des cocktails, des couvertures différentes et ça restera passionnant à suivre. Ça, c'est pour le côté médical. On peut espérer que les générations futures ne seront pas au prix de la Tesla, mais bon, ça c'est un... J'espère, oui, comme certains vaccins actuels, oui. Le passeport vaccinal pour l'Europe à l'échelle mondiale, je n'en sais pas plus que vous. Vous savez que c'est un débat intra-européen et un débat mondial. C'est évidemment à la fois une façon de donner aux citoyens vaccinés une attestation officielle de sa protection qui pourrait lui être demandée, par exemple, pour franchir des frontières, hein, comme c'est par exemple le cas pour la fièvre jaune, si vous voulez aller en Afrique subsaharienne, si vous n'êtes pas vacciné, on ne vous laisse pas entrer à la frontière. Donc, d'un côté, il y a cela, de l'autre côté, il y a évidemment le fait de ne pas vouloir discriminer les personnes qui ne se vaccinent pas ou qui n'ont pas encore l'occasion de se vacciner parce qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Et donc, c'est un sujet chaud aujourd'hui, mais je ne pense pas que nous ayons à ce stade-ci plus d'informations que vous sur l'état de ce débat au niveau belge, européen et mondial. Pourcentage des effets secondaires, je pense que Yves a répondu. Une douzaine de personnes autour de la table, donc ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui compte, c'est aussi la taille de la table, hein, donc la taille du local, la capacité de ventiler la pièce, mais de toute façon la nécessité de garder les gestes barrières. Quelles données personnelles sont partagées à quel but et combien de temps ces données sont-elles gardées? Donc aujourd'hui, les seules données qui sont enregistrées sont les données de la vaccination elle-même, c'est-à-dire l'identité du citoyen, le type de vaccin et le lot du vaccin et la date à laquelle la vaccination a été faite et par qui, un peu comme un morceau de votre dossier médical. Et il y a une discussion pour le moment sur le temps dont il faudrait garder ces données disponibles. Ma position personnelle, c'est que c'est un morceau du dossier médical et que donc la législation sur le dossier médical, c'est 30 ans ou le décès de la personne qui marque la fin de la période de conservation. Ce qui est l'enjeu n'est pas tellement la conservation, mais plutôt qui a droit à le consulter. Et là aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions pour le moment au niveau de la Belgique. Le lien entre vaccination et contagiosité, on a répondu. La vaccination des aînés isolés, quand aura-t-elle lieu? Les gens habitant en communauté française peuvent-ils être vaccinés en communauté germanophone? Alors, à la première question, je peux répondre dans les semaines qui viennent. Donc, en région wallonne, nous aurons très probablement déjà quelques centres qui vont inviter des 65 ans et plus, comme on les appelle, dès la semaine prochaine. Et puis, on généralisera la semaine suivante et la semaine du 22 mars. Donc, on y est, hein, c'est maintenant que ça va commencer.
la communauté germanophone était assez frileuse à devoir assumer la vaccination de personnes venant de la communauté française, évidemment parce que la communauté germanophone est petite et donc elle a calibré ses centres en fonction de sa population. Elle pourrait très vite être noyée si tous les Liégeois allaient se faire vacciner en communauté germanophone. Du côté wallon, on est moins anxieux par rapport à ça, mais en principe, on est vacciné dans la communauté où se trouve le code postal de son lieu de domicile. Quant aux vaccinations pour les puéricultrices, je pense qu'elles sont dans le groupe qui est en train d'être invité. Est-ce que si on se fait vacciner par AstraZeneca, on pourra être vacciné par un autre vaccin dans le futur, type ARB? Je suppose que la réponse… ARN, je suppose, ça voulait dire. Je suppose que c'est un ARN que vous n'avez pas un B. Ah oui, c'est ça, type ARN. C'est la question que j'ai répondu là tantôt, hein, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le principe, mais c'est tout à fait plausible si l'évolution des études montre qu'on a intérêt à présenter le petit morceau de virus à notre immunité par des modules différents et donc à suivre. Donc, par qui serons-nous vaccinés? Vous serez vaccinés soit par un médecin, soit par un infirmier, une infirmière. Dans le schéma actuel de fonctionnement des centres, c'est essentiellement le personnel infirmier qui vaccinera. Vous savez que c'est une compétence autonome du personnel infirmier. Ils peuvent vacciner ce n'est pas un acte délégué, mais c'est un acte en pleine autonomie du personnel infirmier. Bien sûr, les médecins peuvent vacciner et il a été question, si on manquait de vaccinateurs, d'ouvrir la vaccination à d'autres professions, ce que les infirmiers voient d'un très mauvais œil. Dans le contexte actuel, nous sommes en région wallonne partis sur le fait que nous aurons suffisamment de volontaires pour faire la vaccination avec les professions que je viens de vous citer, et nous avons pris des dispositions avec la ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que, si nous manquons de bras, on puisse faire appel aux étudiants infirmiers et aux étudiants médecins de fin de formation qui sont parfaitement capables de faire cette petite piqûre que probablement la plupart d'entre vous, si on prend quelques dizaines de minutes et une quinzaine de personnes à vacciner, seraient probablement capables de faire aussi. Ça n'est pas le geste médical le plus compliqué qui soit. Pourquoi avoir annoncé que le vaccin AstraZeneca ne serait pas administré aux personnes de 55 ans et plus et que maintenant il peut l'être? Je pense que ça mériterait d'être redit, Yves, parce que oui, je vais le redire, mais donc, les plus importantes dans les nouvelles de ces derniers jours. Tout à fait, c'est la grosse différence. Alors, pour être clair, le vaccin AstraZeneca a été étudié sur des personnes dont dans les études fournies à l'administration, pour l'efficacité du vaccin, il n'y avait personne qui avait plus de 55 ans. Et donc, on avait des données à moins de 55 ans, dont les premières données nous montraient, ce que je vous ai montré en diapositive, une protection de 70%. On avait donc seulement des moins de 55 ans qui avaient 70% de protection avec un ancien schéma d'administration, alors que de l'autre côté, on avait effectivement des études qui avaient des gens de plus de 65 et de 75 ans qui nous montraient dans les études 94% de protection. Pas difficile de déduire que l'on dit, nous, en attendant d'avoir la preuve que ce vaccin peut être donné aux gens de plus de 55 ans et qu'il leur donne une bonne protection, on attend pour le donner. On ne l'interdit pas, mais on dit que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on ne sait pas l'immunité qu'il peut induire. Et sont alors apparues ces réelles études sur le terrain, cette efficacité sur le terrain qui s'appelle effectiveness en anglais, qui sont la vraie vie, qui sont les vrais patients avec toute leur complexité et pas simplement les gens qui sont inscrits dans des protocoles d'études et qui nous montrent que quand vous donnez
à des vrais vieux, pas capables d'aller dans les études cliniques, qui sont dans leur maison de repos ou qui sont malades à domicile éventuellement, le vaccin Pfizer ou le vaccin AstraZeneca, eh bien, vous vous retrouvez globalement parlant avec ces deux vaccins avec 80% d'efficacité. Et à ce moment-là, en santé publique, nous avons la sécurité suffisante pour changer notre avis en disant oui, ce vaccin fonctionne. Il fonctionne d'ailleurs même aussi bien que celui qui se vantait d'avoir une efficacité plus importante, qui est le vaccin Pfizer. Et donc, il n'y a plus maintenant, avec ces données, aucune raison pour se dire on limite une tranche d'âge, on limite à un certain contexte clinique. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, au revoir. Très bien. On arrive tout doucement au bout de notre temps. Est-ce que les slides de présentation seront-ils disponibles? Oui, donc tous les webinaires sont mis en ligne sur le site de l'AVIC et donc il le sera comme d'habitude. Là, j'ai déjà répondu. Pourquoi ne pas aller vers l'immunité collective? On y va. Je l'ai montré. Hein. Oui. On y va, mais pour ça, il faut des millions de personnes vaccinées. Donc, il faut des millions de vaccins et le temps de les vacciner. On a répondu aux antécédents de Covid. Après la première injection, est-ce que le test PCR apparaît positif? Donc ça, on a répondu non, hein, on n'injecte pas le virus. Par contre, on peut se faire vacciner et se faire infecter dans le même timing. Et donc, évidemment, le vaccin ne protège pas quelqu'un qui a contracté le virus à peu près au même moment qu'on lui a fait la piqûre. Alors, on a répondu pour la protection de la jeunesse. Est-ce qu'il faudra faire un vaccin chaque année? On a répondu. Combien de temps je suis protégé? On a répondu. Pourquoi accepterions-nous un vaccin efficace à 70% et non à 95%? Je pense qu'on a répondu. La réalité clinique est que les deux vaccins ont la même efficacité. Si on veut être coupeur de cheveux en 4 avec l'étude écossaise, on pourrait même dire que l'AstraZeneca est meilleur, mais en réalité, ça n'a aucun sens. La réalité est que la seule vraie question, c'est qu'il faut se faire vacciner et que le vaccin n'a pas d'importance. C'est le fait de se faire vacciner qui est crucial, à la fois pour se protéger soi-même, mais aussi pour solidairement aller vers une sortie de crise qui n'a que trop duré. Les personnes atteintes de comorbidité peuvent-elles être vaccinées avec l'AstraZeneca? Bien sûr, aucune limitation. Et ça, d'emblée, on l'avait dit, à moins de 55 ans, on l'a dit au départ, même avec comorbidité, et c'est étendu maintenant à tout le monde, même avec comorbidité, tout à fait. Alors, les employés des CPS et des administrations communales seront vaccinés avec leur classe d'âge. Est-ce que nous sommes dans la 3e vague? Non. Ça, c'est un... Parce que Van Latem l'a baptisé vaguelette hier, hein, donc comme Kroll l'a encore confirmé. Donc, si Van Latem l'a dit, ça doit être vrai. Hein. Si on se fait vacciner, comment ça se passe pour les membres de la famille, puisque je suis potentiellement contagieux? Non, il faut insister sur le fait qu'on n'est évidemment pas contagieux puisqu'on n'injecte pas le virus et donc les membres de la famille ne peuvent que vous féliciter d'être vaccinés et espérer l'être rapidement, mais il n'y a aucun risque pour eux. L'hypertension est une raison supplémentaire de se faire vacciner et pas une contre-indication. Tout à fait, c'est une bonne raison d'être vacciné, tout à fait. Alors pourquoi les centres de vaccination sont différents pour certains personnels de nos institutions que pour les centres du grand public? Alors ça, je peux peut-être moins m'expliquer puisque c'est une décision de la région. La réalité est que les hôpitaux, la grande majorité des hôpitaux ont accepté de continuer la vaccination qu'ils avaient engagée pour leur propre personnel au bénéfice de la première ligne de soins, ce qui nous a permis d'aller plus vite. Vous savez qu'on est à peu près 5 semaines en avance sur le calendrier qui avait été approuvé par les ministres en décembre, et c'est en partie grâce à cela. La vaccination dans les centres grand public nécessite de mettre sur pied des grosses structures. On est occupé
à les mettre sur pied. Il y en a qui sont plus avancées que d'autres et certaines sont déjà entièrement opérationnelles. Mais donc, ça nous a permis d'aller plus vite en profitant de cette offre des hôpitaux et des cercles de médecine générale qui ont quand même donné un gros coup de main aux hôpitaux dans cette campagne de vaccination de la première ligne de soins. Voilà, il est 11h37. Je propose que l'on arrête ici. Je vois que les questions continuent à entrer. Je m'en réjouis, mais à un certain moment, il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup de votre participation et de votre participation active. C'est toujours très utile pour nous aussi de voir quelles sont les préoccupations, les questions auxquelles nous devons être attentifs à répondre dans notre communication institutionnelle, au-delà de la réponse immédiate qu'on a essayé de donner au maximum en prenant le maximum de questions pendant le temps qui nous était imparti. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ça vous aidera à prendre les bonnes décisions en ce qui vous concerne, mais aussi à en parler autour de vous. Le personnel de première ligne est très écouté par la population, peut-être souvent plus écouté que nous, et donc on compte un peu sur vous pour être les ambassadeurs de ce que nous pensons être la voie royale pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Voilà, bonne journée. Protégez-vous les uns les autres et on va y arriver, soyons optimistes. Et il me semble que ces dernières 2-3 semaines, nous accumulons des bonnes nouvelles en termes d'efficacité des vaccins, d'apparition de nouveaux produits, de données de la vraie vie qui sont vraiment encourageantes pour nous dire qu'on est sur la bonne voie pour sortir de cette pandémie d'ici l'été. À bientôt.